Nouvelle année, nouvelle résolution. Qui parmi vous a décidé de faire plus de sport? Mais en hiver, il fait souvent déjà nuit après le travail. Et puis, à l'extérieur, il fait froid, aller s'entraîner dans le froid. Ou plutôt choisir un film sur Netflix et se blottir dans le canapé à la maison. Nous savons tous que l'exercice physique est bon pour la santé. Mais comment trouver sa propre motivation? À quoi faut-il faire attention lors de l'entraînement? Dans le froid? Également en matière d'équipement, et quels sont les sports d'hiver que l'on n'a pas encore essayés? Nous allons plonger aujourd'hui dans le Winter Wonderland du sport. Bienvenue au premier À tout prix Fit Digital Talk de la nouvelle année sur le thème S'entraîner par temps froid. Et un grand bonjour à tous les nouveaux assurés, toutes les nouvelles assurées qui sont assurées depuis le 1er janvier. Et puis un grand bonjour et bienvenue à nos spectateurs de la Suisse romande. Et je saisis l'occasion pour un grand merci à Julia Zelm pour la traduction simultanée. Au total, 5 événements, bien sûr, sous la devise « Ce qui te fait du bien est bien ». Ces événements, tu les trouveras sur atopi.ch et sur tous les canaux des médias sociaux. Tu pourras regarder à chaque fois quel est le prochain sujet et tu pourras voir est-ce que cela m'intéresse, oui ou non. Nous sommes digitaux aujourd'hui aussi. Cela signifie que tu peux volontiers poser tes questions dans le live stream comme d'habitude. En dessous, tu vois une petite case. Nous allons enregistrer ces questions et on va répondre aux questions à la fin de cette émission si on a le temps. Comme d'habitude, le tout se fait conformément aux règles Covid. Nous avons mis du plexi entre les différents participants. Nous avons tous porté le masque avant ce live stream. Tout est conforme aux règles. Et maintenant, je me réjouis de notre table ronde d'aujourd'hui. Je m'appelle Verena Koshin et la première en lice, c'est Janine Kmelin. Janine est rameuse professionnelle, plusieurs fois championne de Suisse, 5e aux Jeux olympiques et médaillée d'or aux championnats d'Europe. Et à quoi cela ressemble quand elle s'entraîne, c'est ce que nous allons voir maintenant. Janine, ça a l'air super idyllique. Toi qui es tranquille sur l'eau, mais je pense en hiver, c'est un défi absolu. Parce que je pars du principe qu'il faut se lever très très tôt le matin. On a l'impression que tu ne portes qu'un petit pull et tu es tout près de l'eau glacée. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un défi pour toi ou est-ce que c'est du daily business, c'est facile? Je pense que c'est un mélange. C'est sûr que des jours comme les jours de la vidéo, quand il fait beau, c'est beaucoup plus simple que lorsqu'il fait gris, brouillard et quand les températures sont vraiment basses. Mais c'est un équilibre. Parfois, je dois me dire, ça fait 20 ans que tu fais ce sport, que tu pratiques ce sport, tu peux plus rien faire autre chose. Il y a d'autres jours où j'ai un peu la flemme et où j'ai vraiment du mal à me surmonter parce que je dois vraiment me donner un effort pour me lever le matin. Mais tu arrives quand même régulièrement, donc tu sais gérer les températures froides, c'est déjà quelque chose. Et Nick, comment ça se passe chez toi? Tu es expert en fitness et en santé, tu es scientifique du sport et tu es ambassadeur de la santé à tout prix. Est-ce que tu es quelqu'un que l'on rencontre dehors avec une lampe frontale en pleine tempête de neige ou est-ce que tu es plutôt à l'intérieur dans une salle de fitness bien au chaud? Je pense que ça dépend un petit peu de ma forme, mais en principe, je suis plutôt du genre à être à l'extérieur, avec la lampe frontale, en pleine tempête. Ça serait plutôt mon truc qu'un désert où il fait hyper chaud. Donc, tu préfères plutôt le froid. Oui, je suis plus à l'aise au froid qu'au chaud. Nous avons également parmi Dr Andreas Köstner, médecin du sport chez Medgate. Il s'occupe des sportifs professionnels et fait de la recherche en altitude. Comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu es du type Wim Hof qui ne craint pas le froid ou préfères-tu la variante plus chaude? Je ne recherche pas le froid, mais je ne l'échappe pas non plus. Je préfère faire du sport dans le chaud, mais pour moi c'est un grand défi aussi de faire du sport au froid et je suis surtout bien après.
J'aime beaucoup quand il fait noir, tôt, aller courir dans le noir. C'est pas la même chose qu'aller courir en plein été. Dans le noir, il y a moins de distractions, on est plus serein. Donc si j'ai le choix, je préfère le chaud, mais je pense que le froid a un côté très intéressant aussi, qui m'intrigue, qui m'enrichit. Donc j'aime bien m'entraîner en hiver quand il fait froid. Intéressant. Tu dis que l'ambiance est plus calme en hiver, donc ça peut te donner un nouveau point de vue. Donc vous trois, vous avez tous de l'expérience avec du sport dans le froid. Janine, ton sport, tu peux le pratiquer en hiver parce qu'en règle générale, les lacs ne gèlent pas. Mais tu l'as déjà dit, il y a des jours où tu as un petit peu la flemme, où tu n'as pas trop envie de te lever tôt pour aller sur le lac. Tu pratiques un sport individuel, donc tu dois déjà savoir se motiver. Tu as vécu la pandémie, tu pratiques un sport qui nécessite énormément d'entraînement. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme recommandation? Comment peut-on se surmonter? Tu es sûrement une professionnelle en la matière. Pour moi, la motivation, c'est toujours lié aux facteurs qui me motivent. Qu'est-ce qui me motive? La motivation peut venir de l'extérieur, mais ma motivation principale, c'est la motivation qui vient de l'intérieur, la motivation intrinsèque. Et pour moi, la motivation, c'est le progrès. Progresser, je m'entraîne, je fais quelque chose parce que je veux voir un certain progrès. Avoir plus de muscles, être plus rapide, mieux me sentir dans mon corps. Et mon astuce, ça serait de trouver sa propre motivation. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est de savoir que je fais du bien à mon corps, que je mène une vie saine? Est-ce que c'est le fait que je peux vivre plus près de la nature si je pratique un sport à l'extérieur, tout comme Andreas l'a dit? Est-ce que j'adore vivre les différentes saisons de l'année, ce qui est fort intéressant aussi? Moi qui pratique un sport à l'extérieur, je ne peux que vous recommander de faire du sport à l'extérieur. Nous avons la grande chance en Suisse de pouvoir vivre un printemps, un été, un automne, un hiver. Tout est différent. Nous avons cette grande chance de pouvoir vivre les saisons de l'année. Je trouve ça sublime. Et si on peut faire un lien entre l'activité physique et ces différentes saisons, c'est génial. Donc l'événementiel, voilà, les sensations, ce que j'ai entendu. Qu'en est-il des choses venant de l'extérieur, des aides de l'extérieur? Est-ce que ça aide de se faire un plan ou est-ce qu'il y a d'autres astuces auxquelles on peut avoir recours pour vraiment suivre son plan d'entraînement, même lorsqu'on a la flemme? Quand on commence, je pense qu'un plan est tout à fait utile. Et comme Janine a déjà dit, avoir un objectif, c'est bien. Un plan au sens d'une espèce d'engagement intérieur. Et ça, c'est souvent très motivant. Et puis, il faut avoir un plan qui te facilite les vies, pas un plan qui te dépasse, mais un plan qui te permet de tenir le coup et d'être motivé après cet entraînement aussi. Et comme ça, le départ est plus simple et on sait qu'on est sur la bonne voie. Moi, je recommande un plan d'entraînement. Le principe de l'envie, c'est une bonne chose, mais pour commencer, un petit plan, c'est pas mal. Ça donne un certain repère intérieur. Voilà une espèce de structure. Tout à fait, merci. Alors, regardez qu'est-ce qui me motive, quels sont mes objectifs, se faire sa propre structure. Nous avons également ces professions de foi intérieures qui vont peut-être nous empêcher de suivre ou nous motiver. Souvent, on me dit, ouais, mais en hiver, le corps, il descend un petit peu. Et puis, il y a les animaux qui vont partir en hibernation. En hiver, je ne dois pas vraiment bouger. Mais qu'en disent les médecins? Est-ce que c'est censé, cette histoire de l'hibernation? Est-ce que le corps a besoin de plus de calme en hiver ou est-ce que c'est une question d'attitude? Moi, je dirais que la majorité des personnes n'ont pas besoin de plus de calme, mais ont besoin d'une certaine continuité, et ça vaut pour l'hiver aussi. C'est sûr qu'on peut profiter de l'hiver pour faire les choses différemment, pratiquer d'autres disciplines sportives, s'entraîner différemment. Donc oui, une certaine variation pour pas toujours faire la même chose tout au long de l'année. Moi, je suis un grand fan de ce que tu as dit, adapter le sport aux saisons et saisir ceci comme opportunité. Ça serait faux de prendre les saisons comme prétexte pour plus rien faire. Parce que souvent, ce prétexte est utilisé par celles et ceux qui ont du mal à se motiver quand il fait très froid ou trop chaud. Je trouve donc très important de trouver sa motivation intrinsèque, savoir je le fais pour moi, c'est mon souhait, je me fais du bien.
Je le fais pour ma santé et non pas la santé des autres. Ça, c'est très important, cette prise de conscience. Et puis, lorsqu'on n'y arrive pas, lorsque ça ne fait pas plaisir, il est décisif de trouver autre chose ou d'en faire une routine. Et une routine, c'est quelque chose qui va de soi, comme se laver les dents, se brosser les dents. Je réfléchis pas à chaque fois, est-ce que j'ai envie de me brosser les dents et de me les laver le soir? Eh bien, le sport, le mouvement devrait devenir une espèce de routine aussi et devrait être poursuivi en hiver. Ok, donc s'apercevoir, c'est comme se laver les dents, ça fait partie de la vie, ça ne se remet pas en question. Tu as dit cette conscience de faire du bien à sa propre santé. Comment se fait-on du bien? Est-ce qu'on fait vraiment du bien au corps lorsqu'on pratique un sport en hiver? Est-ce que c'est utile pour le système immunitaire? Déjà, l'activité physique, le sport est essentiel pour notre santé. Essentiel. C'est beaucoup plus essentiel et important que tous les médicaments qui existent, que ce soit pour le métabolisme, pour la prévention du diabète, pour lutter contre l'hypertension artérielle. Il y a plein de maladies qu'on peut prévenir en faisant du sport. En hiver, il y a d'autres points qui entrent en jeu. D'une part, le système immunitaire. Grâce à une activité physique régulière, on peut rendre ce système immunitaire plus performant. On peut carrément l'entraîner pour qu'il devienne plus résistant. Et je pense qu'en hiver, vu qu'il fait noir plus longtemps, qu'on reste au lit plus longtemps, il est d'autant plus important pour bouger, pour notre bien-être, pas seulement pour notre santé, mesurée en fonction de certains paramètres, mais également pour notre sérénité intérieure, pour l'appareil squelettière, etc., musculo-squelettière, pour être bien dans son corps. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis que le sport, c'est pas censé du tout? Est-ce qu'il y a des situations où il faudrait pas faire de sport, mais plutôt rester à la maison? Sûr, oui, lorsqu'on est malade. Les rhumes, il faut voir si on peut toujours faire du sport, peut-être consulter un médecin. Si on est vraiment malade, qu'on a chopé une grippe, qu'on a une température, une fièvre, il faut surtout pas faire du sport. Il y a également des maladies antécédentes qui font qu'il faut adapter son entraînement lorsqu'il fait froid, ou peut-être même pas s'entraîner à l'extérieur. Lorsqu'on a souffert d'une maladie des poumons, nos branchies peuvent réagir très sensiblement à l'air frais. Même chose vaut pour certaines maladies cardiaques. Là non plus, je ne recommanderais pas de s'entraîner plus au froid. Donc avec ces antécédents, il faut se renseigner. Ou alors, lorsqu'on souffre d'une maladie aiguë comme une fièvre, là, surtout pas de sport, mais rester au lit. Lorsqu'on s'aperçoit « je suis pas bien », c'est quand même un signe qu'il faut faire attention ou plutôt pas faire du sport. Très bien, ok. Et les avantages du sport, surtout lorsqu'on s'entraîne tout au long de l'année. Quels sont les avantages d'un entraînement en printemps, en été et ensuite un entraînement en hiver? Pourquoi est-ce qu'il faut surtout s'entraîner en hiver? Quel est l'avantage d'un entraînement 365 jours tout autour de l'année? Moi, je me pose toujours la question, pourquoi pas s'entraîner en hiver? S'entraîner 360 jours à l'année, c'est tout à fait raisonnable parce que le corps, il va pas mourir en hiver. Il va pas se cacher. On n'est pas comme un ours qui va partir en hibernation où les exigences sont là. Il fallait bien bouger et l'homme est fait pour bouger à l'extérieur et pour s'adapter aux conditions climatiques et pour survivre à l'extérieur. Je vous ai déjà dit, pour moi, parfois c'est un défi. Est-ce que j'y arrive? Et cette idée du défi, ça peut être tout à fait intéressant, se dire c'est quand même cool d'être à l'extérieur pendant 20 et 30 minutes, de faire face à cette météo froide et d'avoir survécu au froid. On peut parfois se battre un petit peu sur l'épaule et c'est justement ce succès qu'on peut célébrer un petit peu. Pourquoi pas? Donc, d'un point de vue de la science de l'entraînement, il est tout à fait judicieux de s'entraîner en hiver aussi. On peut peut-être opter pour un sport alternatif. Si par exemple je suis cycliste, c'est peut-être pas tout à fait raisonnable de faire du cyclisme de manière aussi intense qu'en printemps ou en automne. Ça, peut-être, c'est vraiment une discipline sportive qu'on ne devrait pas forcément pratiquer en hiver. Mais à ce moment-là, il faudrait trouver un sport alternatif. On peut toujours faire du vélo, mais peut-être un peu moins.
ce qu'Andreas a dit aussi, le modèle hybride. Si par exemple on ne pratique pas un sport d'hiver classique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as également une espèce de variante hybride en hiver ou est-ce que tu en restes à l'aviron? Non, justement, moi je pratique d'autres sports, mais j'essaye de profiter des 4 saisons pour complémenter l'aviron. Donc, je fais pas seulement de l'aviron, mais je fais autre chose. Ça fait longtemps que je pratique d'autres sports. Les 5-6 premières années, les progrès étaient immenses et rapides dans le domaine de l'aviron et depuis maintenant, le progrès est minime. Donc, souvent, il faut faire autre chose à côté. Et si vous pratiquez un autre sport et que vous faites de grands progrès dans une autre discipline sportive, c'est très bien. Moi, ça me fait du bien. C'est quelque chose que j'appellerais très, très productif. Tout comme Nick a dit, en hiver, je vais peut-être pas faire du vélo à l'extérieur, mais je fais beaucoup plus de vélo en été, en printemps et en automne. J'adore le vélo. Et en hiver, on peut faire du ski de fond ou alors des tours à ski. Pour moi, ce sont des possibilités fantastiques pour compléter mon entraînement d'une chose qui ne me rapporte pas seulement un bénéfice physique, mais un bénéfice psychologique. Il n'y a rien de plus beau qu'être en montagne lorsqu'il fait beau. C'est génial, tu as une profession et tu peux vraiment exercer ta profession dans tous les beaux paysages. Tu peux pratiquer de nouveaux sports et automatiquement, tu es plus forte. C'est génial. Bon, tu l'as bien décrit ce que je fais, comme quoi la sportive à la carte. Bon. Mais en effet, il y a quand même cet aspect positif. J'ai quand même une certaine liberté et c'est génial que de pouvoir intégrer cette liberté dans mon entraînement. Et en effet, il y a certaines parties de l'entraînement que je dois faire. Je dois faire un nombre minimum d'entraînement intensif spécialisé. Mais le reste, c'est de l'entraînement d'endurance. Et en hiver, je peux le concevoir comme je veux et en été aussi. Bon, après, j'ai encore les compétitions qui rendent le tout complexe, mais j'ai quand même une grande marge de manœuvre. Et c'est un immense plaisir que de pouvoir sélectionner ses propres disciplines. Et dis-nous un petit peu ton plan d'entraînement. Comment ça se passe, une scène? Comment tu t'entraînes? Bon, grosso modo, c'est une semaine à 7 jours. Il y a un jour qui est libre et 6 jours où je m'entraîne. Et en règle générale, 5 jours par semaine, je m'entraîne 3 fois et un jour 2 fois et un jour pas du tout, une seule fois. Voilà. Donc, je ne sais pas, 22 à 27 heures d'entraînement pur. Cela signifie tu te lèves le matin et tu vas te réchauffer et tu vas sur l'eau ou par quoi est-ce que tu commences? Décris-nous une journée classique. C'est comme tu dis, je me lève. Et ma première activité physique, c'est une espèce de warm-up, échauffement. Pas seulement échauffer mon corps, mais c'est un warm-up de prévention aussi, faire attention à ne pas me blesser. Et puis je démarre sur l'eau, oui. Ça, c'est mon premier entraînement. Et puis l'entraînement de force aussi, parce que l'aviron, c'est la force et l'endurance, c'est les deux. Et en hiver, ski de fond ou des tours de ski. Et en été, je suis souvent sur le vélo. Tu adores le cyclisme, tu m'as dit oui. Et tu as parlé d'alternatives. Quelles sont des alternatives en hiver? Je pense les choses classiques, c'est le snowboard, le ski. Moi, j'adore les raquettes, mais quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'on pourrait faire des alternatives que je ne connais pas? Bon, que tu ne connais pas ou qu'on ne connaît pas. Bon, il faut être à même de le faire, mais ce qui est un petit peu à la mode, c'est le ski de fond qui est à nouveau très à la mode. Ski de fond, puis les tours de ski, et puis tour à raquette, pour celles et ceux qui adorent le snowboard, le splitboard. Il y a vraiment des choses géniales qu'on peut faire. Mais il faut un certain niveau sportif, il faut pratiquer certaines disciplines. Et les tours à ski, des personnes qui pensent que c'est un peu difficile,
Il y a également des chemins de randonnée d'hiver, ça c'est bien aussi. Là, il faut peu d'équipement, il faut une bonne chaussure, de bons vêtements. Et ça rejoint ce qu'on avait dit, on est à l'extérieur, en pleine nature. Quand il fait beau, c'est génial. Et quand il fait pas beau, ça vaut le coup d'être dehors, rien que pour être dehors et pour affronter les forces de la nature. Oui, comme tu as dit, toi, tu avais évoqué le warm-up le matin. Moi-même, j'aime bien le jogging en ville, on peut le faire. Mais moi, quand il fait froid, je bouge un petit peu mes bras et je commence à courir lentement. Mais comment est-ce qu'on s'échauffe professionnellement? Qu'est-ce qu'il faut au corps pour s'échauffer? Les professionnels, comment vous le faites? Comment se réchauffer? Bon, je pense à chacun de voir un petit peu parce que les personnes sont différentes. Mais pour moi, personnellement, cette préparation, c'est ce que tu dis. Commencer à bouger des bras, donc la mobilité. Donc, préparer tout le corps à un niveau bien bas, préparer à ce qui vient. Et puis après, comme tu dis, commencer à courir lentement, ne pas tout de suite faire un sprint, s'y prendre doucement pour que le système cardiovasculaire puisse se préparer à cet effort qui vient. Et lorsque j'ai un entraînement intensif qui m'attend, je commence avec de petites unités d'entraînement. Je fais des petits mini-sprints d'une demi-minute ou d'une minute où je ne me donne pas à fond, mais où je me rapproche gentiment de ce qui vient pour que mon cœur puisse se préparer aussi et pour que mon cœur sache voilà ce qui m'attend. C'est ma devise, mais je pense que le tout est fonction des disciplines sportives que l'on pratique. Et puis aussi de mes préférences personnelles et de ce qui me fait du bien. Est-ce que la majorité des accidents se produisent parce qu'on est encore froid, qu'on n'est pas bien réchauffé? Je ne pense pas qu'on puisse le dire comme ça. En hiver, le risque de blessure et d'accident est plus grand parce que le froid joue un rôle et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Sur les fonctions musculaires se dégradent. Il y a de bons travaux de recherche qui le montrent. On peut analyser les différents groupes de muscles et on voit lorsque la température de muscles diminue de plusieurs degrés, la fonction des muscles peut se réduire jusqu'à 50%. Ça, il faut le prendre en compte et le savoir. Il faut savoir que la fonction musculaire diminue à cause du froid et c'est pourquoi lorsqu'il fait froid, il ne faut pas pratiquer des sports très très rapides qui nécessitent toute notre force, mais plutôt un entraînement de base. Et surtout pas à partir du froid gelé, mais peut-être commencer doucement pendant 10 minutes ou 15 minutes avant de se donner à fond. Et puis quelques exercices d'activation, quelques petits mini-sprints avant de foncer à 100%, avant de foncer intensément. Mais ce qui est décisif, c'est de tout faire en fonction de la météo et des conditions environnantes. C'est sûr que le risque de blessure est plus élevé lorsque les températures sont basses, blessure des muscles, et il faut bien s'habiller d'une part, et il faut bien se préparer. Et organiser son entraînement. Une fois que vous vous êtes bien échauffé, est-ce que vous faites des pauses ou est-ce que la pause est un no-go? Est-ce qu'il faut surtout pas s'arrêter parce que le corps risque de se refroidir? Je pense qu'en hiver, le grand défi, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si je m'arrête. Ou bien on a trop vite froid, ou bien on a la sueur froide parce qu'on avait chaud et maintenant on a la sueur froide parce qu'on a froid. Une fois qu'on a transpiré et qu'on s'arrête, il y a le grand risque qu'on chope un rhume. C'est pourquoi c'est très difficile de pratiquer un sport hautement intensif en hiver. Mais en fonction du type d'entraînement, ça serait bien de prévoir des parties pas trop intensives, mais quelques petites parties intensives aussi. La chose la plus simple, c'est d'essayer d'activer un maximum de groupes musculaires, donc d'opter pour un sport. C'est pourquoi le ski de fond ou le skating sont idéaux, parce que et les bras
et le tronc et les jambes travaillent. Et lorsqu'un muscle travaille, il produit de la chaleur. C'est ce qui gêne en été. C'est comme une ampoule qui dégage de la chaleur ou de l'énergie est perdue sans que l'on s'en sert. Et lorsqu'il fait froid, on peut utiliser cette chaleur. Tout un chacun qui fait du vélo en hiver sait très bien que les problèmes commencent toujours au bras ou bien aux mains où les muscles ne se réchauffent pas activement et en profiter de ceci en optant pour des sports où pratiquement toutes les parties du corps sont actives et tous les muscles ou un maximum de groupes musculaires sont utilisés pour produire du chaud, pour tout impliquer, pour être bien chaud. Donc pas des... Ou bien lorsqu'on va courir, si vous courez, utilisez consciemment vos bras. Utilisez vraiment pour chauffer votre corps et pour chauffer vos bras aussi. Les muscles deviennent plus chauds et on peut utiliser ces exercices. Prévoir de petits exercices intenses pour se chauffer un petit peu, par exemple à la montagne, et se calmer après, sans que l'on refroidisse. Janine, est-ce qu'il y a des températures où tu ne sors plus, où tu dis non, c'est trop froid, je ne peux pas m'entraîner? Plutôt pas, non. Ce sont plutôt les conditions météorologiques. Parce que quand il y a du brouillard, par exemple, c'est pas très malin d'aller sur un lac parce que c'est très difficile de s'orienter sur ce lac. Et en hiver, ça peut vraiment être dangereux. Le vent est également un sujet important parce que nous avons quand même un bateau tout fin qui est fragile. Et lorsqu'il y a des vagues assez intenses, il y a l'eau qui entre dans le bateau, ça peut devenir dangereux. Donc là, il faut faire attention. C'est plutôt les conditions météorologiques qui sont un risque et pas forcément la température. Donc, je dirais plutôt non. Mais c'est sûr que je regarde toujours les prévisions météorologiques et ensuite je me pose la question, est-ce que c'est intelligent d'aller sur le lac? Je peux ramer aussi quand il y a beaucoup de vagues, mais après, il y a toujours le danger. Et puis, je dois me poser la question aussi, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et si je dis non, ça ne vaut plus le coup, je vais déplacer mon entraînement à l'intérieur parce que ce qui m'intéresse, c'est un bénéfice maximum. Pas un effort minimum, mais je voudrais quand même qu'il y ait un bel équilibre entre l'effort et ce que cela me rapporte. Donc, les prévisions météorologiques sont très importantes, surtout en hiver, beaucoup plus importantes. C'est censé. Et comme tu dis, quand tu es sur l'eau avec le brouillard, etc., ça peut en effet être très dangereux. Les conditions météorologiques sont importantes. Est-ce qu'il y a des températures qui sont vraiment trop froides pour le corps? Est-ce que cela existe? Oui, bon, ça varie d'une discipline sportive à l'autre et d'individu à l'autre, mais il y a beaucoup de disciplines sportives, y compris à l'occasion de manifestations internationales où il y a des limites. Moi, je connais la limite de moins 15 degrés, où on n'organise plus de compétitions et de championnats, et ça peut entraîner des dégâts de santé, surtout les voies respiratoires. Les voies respiratoires n'aiment pas l'air froid, sec. Les voies respiratoires sont irritées. Nous le voyons souvent chez des professionnels du ski de fond qui ont du mal. Donc, moins 15 degrés, à mon avis, c'est une limite à retenir. Et en dessous de moins 15, il faudrait plus pratiquer du sport à l'extérieur. Et les gens sensibles, pour ces gens sensibles, 0 degré, ça peut déjà être critique. Donc, je dirais pas que tout un chacun supporte des températures allant jusqu'au moins 15 degrés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la température, c'est pas toujours la même chose. Le vent joue un rôle important, le fameux chill factor. Toi, le vent, c'est un danger pour le bateau, mais c'est également le ressenti. Il y a justement ces facteurs de transposition qu'on voit partout. Moins 5 degrés avec un fort vent, ça refroidit notre corps beaucoup plus que moins 10 lorsqu'il n'y a aucun vent. Tu as dit que si on est sensible au froid, qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que je vois moi-même si je suis quelqu'un de sensible? Si je suis à l'extérieur, par exemple, comment est-ce que je constate qu'il fait trop froid pour moi? Ça, c'est une question tout à fait pertinente parce que ça joue un rôle et c'est pas évident de s'en apercevoir. Ça sont deux choses. D'une part, les muqueuses qui sont trop sèches, ça fait qu'on est beaucoup plus sensible au rhume. Et puis, cet air froid, c'est une irritation extrême.
Et si j'ai tendance à faire des obstructions des voies respiratoires, tout comme celles et ceux qui souffrent de l'asthme, c'est pas mon truc. Il y a une espèce d'asthme qui se produit lorsque le corps fait du sport et un trigger, ça peut être de l'air froid. Il y a des personnes qui ont une fonction pulmonaire normale, mais dès qu'il fait froid, ces personnes développent les mêmes symptômes que les personnes souffrant d'asthme. Mais ce n'est pas tout à fait évident de faire ce diagnostic. Malheureusement, c'est un test qui est rarement fait pour savoir si cet air froid est une provocation pour la personne. On fait ces tests de sollicitation auprès de ces sujets. Il y a vraiment un test, il y a un grand sac d'air froid sec qu'on demande aux personnes d'inspirer et ensuite on analyse les voies respiratoires pour voir s'il y a obstruction des voies respiratoires. Mais ce n'est pas un petit test qu'on pourrait faire gentiment à la maison. Ce n'est pas un petit test qu'on pourrait faire seul à la maison, je ne sais pas, avec un sac d'air. C'est un peu difficile. Parfois, en effet, on essaye, il y a des sprays qui vont éteindre les bronchies, mais si quelqu'un dit que lorsqu'il fait froid, dans des conditions froides, il doit tousser et qu'il a du mal à inspirer ou qu'il sent cette espèce d'irritation, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et ces sujets sont beaucoup plus sensibles et au cas par cas, il faut peut-être leur recommander de ne plus pratiquer un sport intense à l'extérieur. Mais plutôt rester au chaud, oui. Janine l'a déjà évoqué. Janine a dit essayez de profiter au maximum du sport sans trop investir. Quelle est l'influence du froid sur notre performance? Andreas l'a déjà dit, on est moins performant dans le froid. Donc, je ne peux pas demander la même chose à mon corps. Donc, mon entraînement ne sera jamais aussi gratifiant parce que je vais avoir un bon output. Mais mon objectif, c'est surtout de bouger. Et même si l'output n'est pas aussi important que cela, ma simple activité physique me fait du bien. Donc, c'est moins critique. Par contre, lorsqu'il s'agit d'améliorer ma performance, et je dois adapter mon entraînement au froid. Et le froid fait que je suis moins performant. Mais bon, même chose vaut pour le chaud intense. Et puis, il faut voir c'est quoi le froid. Il y a des personnes qui pensent que 5 degrés, c'est déjà très froid. Et pour d'autres personnes qui disent c'est à partir de 0 degré qu'il commence à faire froid. En effet, il y a ces différences individuelles. Et tout un chacun doit constater pour elle-même, lui-même, qu'est-ce que c'est le froid pour moi. Tout comme Andreas a dit. Moins 15, c'est encore faisable, moins 10 aussi. Mais d'un point de vue médical, à partir de quand est-ce que ça commence à devenir vraiment critique pour la performance, Andreas? La performance diminue avant déjà. Nous savons que pour les sports d'endurance, c'est 10 degrés, c'est l'optimum. 10 degrés pour être vraiment hyper performant. L'idéal, c'est 10 degrés. La question de savoir quel est l'idéal pour la performance. L'autre question est à partir de quand est-ce que ça devient critique, nuisible? Et ça, c'est beaucoup plus difficile de le dire, de le standardiser. Il y a des différences individuelles et puis le tout est fonction du vent, de l'humidité de l'air et d'autres facteurs. La question de la performance ou qu'est-ce qui se passe? D'une part, c'est les muscles, les fonctions des muscles, chacun le comprend. Toutes les personnes qui ont pratiqué du sport en hiver savent très bien que c'est pas la même chose courir dans le froid. Le feeling est différent, donc la fonction musculaire diminue, mais il y a d'autres choses au niveau du métabolisme. Le métabolisme lipidique se déroule différemment. Le glycogène, la réserve du glycogène est vidée plus rapidement. Tout ceci doit être pris en compte. Et parfois, il est tout à fait judicieux pour un sportif d'endurance de prévoir des unités un peu moins longues. Et peut-être pour avoir la même sollicitation qu'en été ou qu'en printemps, pardon. Ce qui est également important, et ça ne vaut pas seulement pour le froid, mais pour d'autres situations. Heureusement, nous pouvons nous adapter à certaines conditions. C'est très important. Si quelqu'un veut peut-être faire un marathon dans le froid, il doit s'entraîner pendant le froid et s'habituer à ce froid. Et notre corps sait le faire. Nous pouvons donc adapter notre corps à de nouvelles conditions, l'acclimatiser à certaines conditions, tout comme on peut le préparer au chaud.
Donc, y aller gentiment. Ton entraînement, et je pars du principe, tu adaptes ton entraînement en hiver. N'est-ce pas, Janine? Qu'est-ce que tu veux dire vraiment en hiver? Bon, je l'adapte pas vraiment, sauf que j'opte pour des alternatives et que je les utilise bien. Et puis, comme j'ai dit, la proportionnalité. Toujours prendre en compte la proportionnalité. Toujours me décider, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de sortir sur le lac? Tu m'as dit quand est-ce que tu vas plus sur le lac, mais ça concernait surtout les températures. Mais il y a d'autres facteurs. Quand le vent souffle et qu'il fait froid, et que je chope toujours des gouttes d'eau et que j'ai l'eau qui entre dans mon bateau, à ce moment-là, il se pourrait qu'il y ait des parties de mon bateau qui gèlent. Et là, ça devient vraiment dangereux. Et ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte aussi. Et à ce moment-là, je dois arrêter et j'ai pas atteint mon objectif. C'est pourquoi il faut toujours réfléchir. Tous ces facteurs, il faut les prendre en compte avant et me dire ensuite, est-ce que c'est censé d'aller sur le lac, oui ou non, dans ces conditions, parce que éventuellement, je ne vais plus pouvoir poursuivre mon entraînement. À ce moment-là, c'est peut-être plus judicieux de m'entraîner à l'intérieur, mais je l'ai constaté les mois passés où je me suis beaucoup entraînée à l'intérieur. J'ai constaté qu'un entraînement à l'intérieur, c'est quand même pas le nec plus ultra. Je dois sortir au moins une fois par jour parce que l'extérieur me manque, je suis pas bien, j'ai du mal à me concentrer. La concentration pendant l'entraînement à l'intérieur a diminué lorsque j'ai pas fait l'entraînement à l'extérieur. Et ça, c'est une composante importante. La concentration, c'est essentiel. D'ailleurs, la science l'a prouvé. Lorsqu'on a ce stimulus, la stimulation de l'extérieur, qu'on voit des arbres, autre chose, un beau paysage, ça peut être hyper utile pour bien pouvoir se concentrer. Oui, nous savons tous de quoi tu parles, le home office. C'est vraiment besoin de tout un chacun d'aller à l'extérieur et ça fait du bien à notre concentration. Est-ce qu'il y a une espèce de délai d'entraînement idéal pour l'extérieur, pour s'entraîner à l'extérieur? C'est le biorhythme, le biorhythme de tout un chacun qui le prédit, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a les personnes matinales et puis les personnes qui adorent la nuit. Mais lorsqu'on parle du froid, pour moi personnellement, c'est tout à fait sensé que de prévoir une unité d'entraînement lorsque le soleil brille, quand il fait beau, quand on a quand même la lumière, la pleine lumière. Donc, essayons de l'adapter aux prévisions météorologiques. Et parfois, le soleil il sort plutôt à midi et non pas le matin. Et puis le biorhythme, quelles sont mes possibilités? Et sinon, il faut en effet mettre la lampe de tête. Comme Janine a dit, mieux vaut être à l'extérieur que pas du tout. Et les 5 premières minutes sont sûrement difficiles, mais après on se réchauffe, on s'acclimatise. Et d'ailleurs, ça s'entraîne aussi un petit peu. Je trouve ça très intéressant ce qu'Andrea a dit. Tu sais très bien ce qui se passe. Tu as été au chaud et tu rentres en Suisse, il fait 10 degrés, tu as l'impression qu'il fait hyper froid. Alors que les 2 derniers mois, il a fait 10 degrés et pour toi 10 degrés, c'est normal, tu sors et tu trouves ça absolument agréable et tout ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez dans votre quotidien? Parce que moi, je suis débutante. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez dans le quotidien où vous vous dites « Ah, c'est pas ça, c'est un no-go ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit là? Une chose qu'il faudrait vraiment pas faire en hiver, des choses que vous voyez régulièrement, des choses dont vous dites « Ah, ça, c'est pas l'idéal ». Tu avais déjà parlé des pauses. Quand je regarde les sportifs, je me dis, une fois que tu t'es entraîné après le sport en hiver, essaye de mettre rapidement des vêtements secs, d'aller au chaud. Ne traîne pas trop au froid. Une fois que tu as les vêtements de sport qui sont humides, essaye de changer au moins tes vêtements avant de papoter avec un pote pour pas prendre un rhume, choper un rhume. Oui, tout à fait. Après mon entraînement, quand j'ai transpiré et que mes vêtements sont humides, j'ai souvent les mains et les pieds froids. Et après, je dois encore m'occuper de mon bateau. Ça prend pas trop de temps, mais quand même quelques petites minutes. Et je mets tout de suite une veste, mais souvent ça suffit pas.
parce que j'ai quand même beaucoup transpiré et que mon corps est humide. Et si je ne me dépêche pas pour aller au chaud et pour changer de vêtements, je m'aperçois après, j'ai beaucoup plus besoin de régénérer parce que le froid, il m'a bouffé ma dernière réserve d'énergie. Et si je le fais plusieurs fois, à un moment donné, je vais choper un rhume et être malade. Donc, je ne peux que vous recommander, enlevez tout de suite les vêtements humides, mettez des vêtements secs, changez de vêtements, allez au chaud. Mettez peut-être même un autre bonnet, d'autres gants, d'autres vestes. Une fois que tu as consommé de l'énergie et que le corps se refroidit, il lui faut encore de l'énergie qu'il n'a plus. Oui? OK. Andreas, est-ce que tu vois parfois des choses dont tu dis «Ah, il faut vraiment pas le faire, à éviter»? Je ne le vois pas forcément, mais je l'entends. Je voulais dire quelque chose à propos de ce que vous avez dit. Cette histoire du vêtement est vraiment essentielle. Il est essentiel de prévenir les rhumes et les infections. Le sport est conçu pour nous faire du bien et pas du mal. Ça sont de petites choses, mais il faut faire attention. Une autre chose qui est très importante, plus importante encore en hiver qu'en été, c'est faire attention à son mode d'alimentation. Une fois que j'ai pratiqué une activité intense dans le froid, il faut mettre des vêtements secs et rapidement manger des glucides pour remplir mes réserves de glucides, car nous savons qu'une réserve de glucogène vidée, ça peut être censé comme incitation à l'entraînement, mais en même temps, c'est un facteur à risque qu'on devient malade. Il ne faudrait pas demander au corps, trop demander au corps. Si déjà j'ai le froid, que j'ai transpiré, et que j'ai fait un entraînement épuisant, il est essentiel de bien manger après et de remplir la réserve de glycogène. Les protéines jouent un rôle aussi, mais de ravitailler le corps et d'apporter de l'énergie, ce qui n'est pas bien. Bon, je ne sais pas combien de fois ça se fait, ou on le fait, ou les gens le font, peut-être pas dans le sport d'élite, mais peut-être après le ski de fond, etc. Il ne faut surtout pas prendre de l'alcool au lieu de changer de vêtements et utiliser ce sentiment que l'alcool vous procure. C'est peut-être agréable au moment, mais c'est un immense risque d'être malade. Ah, dommage, dommage. Bon, alors tu dis après l'entraînement, il faut bien manger, il faut s'habiller. Bon, le tout dépend de l'entraînement. Si j'ai fait un jogging de 30 minutes à l'extérieur, mais quand je fais 3 unités par jour, je dois faire attention à la régénération et l'alimentation en fait partie. On peut faire des unités à jeun et on peut vraiment vider la réserve de glycogène et en faire ensuite une autre unité, mais il faut savoir que c'est une sollicitation pour le corps et parfois la sollicitation est trop importante et ça peut faire qu'on risque de tomber malade. Donc quand il fait froid et quand on a fait une unité assez longue, faites attention à lancer la régénération suffisamment vite et à manger. Et ce qui est également important, on avait évoqué le biorhythme. Tout un chacun devrait se connaître et savoir, est-ce que je suis plutôt matinale ou est-ce que je préfère faire du sport le soir? Quel est mon biorhythme naturel? Je devrais quand même connaître mon corps. Quand est-ce que je suis le plus actif? Il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie le matin et énergie intellectuelle et physique. Et il y a des personnes qui sont plus actives la nuit. Et après, il faut assez dormir aussi. Je dois me régénérer. C'est très, très important le sommeil. Surtout en hiver, si je veux faire un entraînement intensif, je dois bien dormir. Tu as dit qu'il est très important de bien s'alimenter et de se rendre. Est-ce que vous changez de régime alimentaire en hiver? Est-ce que vous mangez différemment en hiver? Non. Pas vraiment un changement du régime alimentaire, mais tu as déjà dit, les glucides et la proportionnalité, c'est très important. Si je fais un entraînement plutôt court, 1 heure, 75 minutes, après un tel entraînement, je ne dois pas tant manger qu'après 3 heures sur les skis. Après 3 heures sur les skis, je dois déjà grignoter un petit truc, manger quelques petites glucides parce que sinon, je n'ai pas suffisamment d'énergie pour faire ces 3 heures de sport intensif dans le froid. Le principe qui s'applique chez moi, c'est de prendre un maximum d'aliments non transformés.
Ce que j'ai mangé là aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que je prendrais pour remplir mes réserves de glycogène. Du riz, quinoa, des flocons d'avoine. Donc, si possible, des aliments non transformés, aussi naturels que possible. Parce que ça t'apporte plus d'énergie, pas forcément l'énergie, mais tous les nutriments. Moi, je suis pas une nutritionniste, mais j'ai l'impression que c'est le sucre et ça sont les glucides qui sont transformés différemment. Je connais pas tous les détails, je suis pas femme médecin, mais j'ai l'impression que j'ai une sensation de satiété plus longue. Le quinoa, par exemple, comprend beaucoup de protéines et c'est très important pour moi. Il y a deux sources d'énergie, et des glucides et des protéines, et ces aliments composés sont des aliments tout à fait précieux parce que ça me procure ce sentiment de satiété. Qu'en est-il des compléments alimentaires? Nick, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'en hiver, il en faut? Les compléments alimentaires, c'est des suppléments alimentaires, c'est pas l'alimentation de base. Est-ce que tu penses que ça fait partie d'un style de vie sain? Ça dépend de la situation de vie et du volume de sport que l'on pratique. Si je fais tout juste le juste nécessaire, les 30 minutes par jour, ça serait bien d'opter pour un style alimentaire sain, sans complément alimentaire. Par contre, si quelqu'un pratique 2 à 3 heures de sport par jour, ça peut être tout à fait sensé. Peut-être il doit tout de suite faire du sport après le travail. Et là, il faut peut-être un petit complément alimentaire pour remplir mes réserves de glycogène ou pour avoir suffisamment d'énergie pour pratiquer du sport. Le tout est vraiment en fonction de la situation individuelle. Mais pour tout ce qu'on fait, il faut jamais oublier qu'il y a toute une industrie qui est derrière. Et moi, je dirais pas qu'il faut à tout prix prendre des compléments alimentaires en hiver ou qu'il faut à tout prix ces suppléments alimentaires en hiver. Moi, je pense que la lumière naturelle, c'est très important. Mais tu avais parlé d'un changement du régime alimentaire. Il faut jamais oublier de boire. En hiver, c'est clair, on se dit toujours, ouais, il faut beaucoup boire parce qu'il y a le soleil qui tape et j'ai chaud. Et en hiver, on ne s'aperçoit pas qu'il faut boire, alors que le besoin en liquide est aussi important que cela. Chez moi, la consommation de bouillon augmente parce que quand je vais courir, j'aime bien avoir du chaud. Et puis, pour augmenter le taux de sel. Mais c'est pas parce que j'ai lu qu'il y a une étude que c'est bien, mais j'adore ça. Ça me fait du bien. C'est un plaisir. C'est le petit rituel que j'ai développé. OK. Donc, tu ne prends pas de suppléments alimentaires, mais tu bois du bouillon chaud en hiver. Si, de temps à autre, j'en prends, oui. Mais ce sont des phases où je m'entraîne beaucoup, ou bien où je sais que j'ai trop de rendez-vous par jour et que j'ai pas le temps de bien manger. À ce moment-là, oui, mais je dirais pas que c'est un must. Et je dirais pas non plus que toutes les 4 heures, je dois ouvrir le tiroir et puis me taper je sais pas combien de compléments alimentaires. Ça, non. Est-ce que notre corps a besoin d'autres substances? Des personnes comme moi, qui suis plutôt une petite débutante, est-ce que c'est censé prendre quelque chose? Je ne sais pas, la vitamine D en hiver, c'est peut-être bien pour tout le monde, mais comment vois-tu cette question, Andreas? Je pense que tu as parfaitement bien résumé. Je suis à 100% d'accord avec Nick. C'est un supplément. La base doit être correcte. Et dans le domaine du sport amateur, j'ai pas besoin de quelque chose. Pour les amateurs, il faut rien. Ça, c'est le point de départ. Et un point très important, c'est la vitamine D. En effet, c'est la seule vitamine que le corps ne peut pas produire. Il a besoin de la lumière du soleil. Et c'est vrai que chez nous, en hiver, quand on n'est pas suffisamment à l'extérieur, qu'on a traîné toute la journée au bureau et qu'on fait du sport en fitness, il peut y avoir une carence en vitamine D et à ce moment-là, il faut la compenser lorsqu'il y a carence. Ces carences se mesurent assez rapidement. À ce moment-là, il faut les compenser parce que cette carence peut avoir un effet négatif, y compris un risque aigu de faire des infections. Il n'y a pas énormément de données scientifiques qui montrent que les acides gras oméga 3 protègent les muqueuses, surtout quand il fait froid, mais je ne peux que souligner ce que Nick a dit. Qui est-ce qui dit qu'il faut consommer ça comme supplément alimentaire? On peut également consommer ça en mangeant du poisson gras, qui comprend beaucoup d'oméga 3. On peut donc parfaitement couvrir son besoin. Même chose vaut pour les protéines. Et tu l'as déjà évoqué, notre quotidien
peut nous obliger à prendre des suppléments. Si je bosse jusqu'à 17 heures et que je vais faire du sport à 18 heures et que je dois encore faire quelque chose entre 17 et 18 heures, je ne peux pas manger quelque chose qui va être trop lourd dans mon système gastro-intestinal. Et qu'est-ce qu'on mange si on n'a pas le temps et si on ne peut pas manger des conneries? Avant le sport, ce qu'on digère bien. Et parfois, ça peut être une barre chocolatée ou une barre de céréales si on n'a pas le choix. C'est peut-être pas aussi bon qu'un muesli, mais pour l'instant, ça suffit pour avoir quelque chose et c'est quelque chose qui est facilement digéré par notre système gastro-intestinal. Je ne pense pas qu'il faut complètement changer son régime alimentaire. Et la consommation d'énergie en hiver, elle est un peu plus élevée qu'en été lorsque la température est basse, mais cette surconsommation, elle est souvent surestimée. Le problème, c'est pas forcément qu'on manque de calories, mais la majorité des personnes consomment trop de calories et consomment trop d'énergie. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et qu'elles ont encore suffisamment de réserves de l'été pour l'utiliser. Et est-ce que le besoin énergétique est plutôt plus élevé? Moi, on est sans cesse dans les bureaux chauffés, on est 10 minutes à l'extérieur, il fait froid, et puis tu entres à l'intérieur, et puis 25 degrés, on a toujours trop chaud. Moi, j'ai plutôt le problème que j'ai trop chaud en hiver. C'est la seule chose que notre corps doit faire en hiver. Il doit naviguer entre ces différences de température, mais comme monsieur lambda, monsieur ou madame, tout le monde, on passe la majorité du temps dans le chaud. Et un autre point très important que tu as évoqué, Nick, c'est boire. Je connais les professionnels du cyclisme qui me disent le grand problème, c'est qu'ils boivent pas assez et qu'ils ont ensuite des problèmes. C'est pas lorsqu'il fait chaud, mais quand il fait froid. Quand il fait pluvieux, la boisson, elle est encore froide dans la bouteille. On n'a pas cette sensation de soif et puis la boisson est froide, désagréable. Là, il faut vraiment se discipliner pour bien boire parce que nous savons qu'un petit déficit de liquide fait qu'il y a les électrolytes qui nous manquent et en petite quantité déjà, ça réduit le niveau de performance de manière impressionnante. Ça serait intéressant de savoir comment tu fais, Janine. Oui, tout à fait. On n'a pas envie de boire, on n'a pas soif. Et c'est vrai, dans le froid, on a moins soif. C'est pourquoi on sous-estime le besoin de boire. Et moi, en hiver, je fais très attention à boire assez. En hiver, c'est un no-brainer. Je le fais automatiquement. Je sais que si je sors à l'extérieur sans boisson, j'ai déjà perdu parce que je vais avoir soif. Alors qu'en hiver, c'est justement pas cet automatisme. Et il n'y a pas cette sensation de soif, donc je dois vraiment utiliser mon cerveau pour me rappeler, allez, bois, une petite goutte. Si possible, je prends du chaud, une boisson chaude pour compenser le fait que je dois boire ce froid qui est désagréable. Est-ce que sur le bateau, tu as une espèce de petit sac à dos avec des choses à manger et à boire? À manger, pas forcément, mais plutôt une boisson. Ou juste un tout petit snack, des dattes par exemple, quelques dattes sèches. Ça oui, boisson je peux prendre dans le bateau. Là où j'ai les pieds, j'ai comme voilà, un petit endroit où je peux mettre mon petit casse-croûte. En règle générale, quand je suis sur l'eau, je fais très peu de pauses, donc j'ai pas vraiment le temps de manger. Mais j'ai un petit en-cas. Et c'est une fois, lorsque l'unité d'entraînement dépasse les 90 minutes, je mange pendant les entraînements. Qu'en est-il du chaud? Est-ce que c'est censé de prendre plus de chaud, des repas chauds au lieu de prendre un repas froid? Vas-y, vas-y. Pour le repas, je ne sais pas. Peut-être tu peux le dire pour les boissons. Oui, il est tout à fait censé de boire du chaud. Il y a maintenant aussi des thermos pour le vélo. Si quelqu'un fait du vélo en hiver pendant 3 heures, il peut prendre une boisson chaude dans son thermos. Une boisson froide, il ne voudra pas l'avoir. Et si la boisson n'a que 2 ou 3 degrés et qu'il fait déjà froid, il ne voudra pas boire ça. Et là, c'est tout à fait judicieux que d'avoir un thermos avec une boisson non pas hyper chaude, mais une température ambiante agréable. Mais je laisse répondre Dick. Ouais, ce que j'avais déjà dit. Quand je suis à l'extérieur toute la journée et que je travaille à l'extérieur, j'adore aller à l'intérieur et manger du chaud parce que c'est cette chaleur intérieure qui est agréable. Et même chose vaut bien entendu pour les boissons.
Et en effet, les repas chauds, on les digère plus facilement que les plats froids. C'est plus agréable pour le tract gastro-intestinal, ça il faut le savoir. Et je dirais qu'en hiver, c'est encore plus important de manger chaud. Je l'ai jamais lu, mais mon instinct me dit. Donc, on ne peut pas dire que le corps doit à tout prix manger chaud pour être chaud, mais c'est plutôt plus facile à digérer. Et qu'en est-il du matériel pour rester chaud? D'une part, il faut faire attention à sa consommation énergétique. Tu as dit que les niveaux de glucogène qui descendent, mais est-ce qu'il y a également des aides venant de l'extérieur? Quels sont les bons vêtements matériaux? Moi, j'adore la laine mérino. Je la trouve super. Ça me permet de bien transpirer, ça me chauffe. Est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces, des choses dont vous dites c'est génial? C'est des vêtements super pour l'hiver. Le principe pelure d'oignon, sport à l'extérieur, plusieurs couches de vêtements. Si c'est intense, on peut enlever des couches et puis on les remet rapidement. Et d'ailleurs, si on n'a pas plusieurs couches, la sueur peut sortir plus rapidement. Et quand le sport est moins intensif ou quand on fait une petite pause, on peut tout de suite mettre un vêtement plus chaud. Moi-même, j'adore faire des courses en montagne, courir en montagne, en neige. Et là, c'est très bien d'avoir toujours des vêtements de remplacement. Un deuxième t-shirt ou une deuxième veste, parce que lorsqu'on descend, on est toujours actif, mais on a quand même moins chaud. Et là, c'est parfait de porter un nouveau t-shirt qui n'est pas humide. Mais je répète, j'adore le principe pelure d'oignon. Et puis la laine, elle absorbe, oui, beaucoup d'humidité, mais il faut plus de temps pour qu'elle sèche. C'est pourquoi je préfère quand même les vêtements fonctionnels, les vêtements synthétiques à la vraie laine. OK, toi, tu préfères avoir une deuxième couche que demander à la première couche de sécher. Chez moi, quand je monte la montagne, je transpire tellement que le vêtement il est hyper humide et il ne peut pas sécher comme ça. Donc, je l'enlève et je mets un autre vêtement. Voilà. OK. Est-ce que Janine, tu as encore des trucs et des astuces pour le bon matériel? Ça dépend un petit peu des disciplines sportives, de l'activité. Est-ce que je monte la montagne? Là, je transpire. Et là, le seul moyen, c'est avoir un vêtement pour remplacer l'autre vêtement. Mais sinon, tous ces systèmes, tous ces bonnets, les gants, etc., c'est très important. Ce sont de petits muscles qu'on utilise rarement, donc il faut à tout prix avoir de bons gants, un bon bonnet, et si après on bouge, en principe ça marche. Il faudrait vraiment s'arrêter pour avoir foi si on bouge sans cesse et que les extrémités, les doigts, les pieds, les orteils, la tête sont bien protégés. Après, ce sont des préférences personnelles. Moi-même, sur le bateau, je ne peux pas porter des choses ou j'aime pas porter des choses qui vont freiner, les vêtements coupe-vent. Moi, ça me sert à rien parce que dans ces vêtements coupe-vent, toute la transpiration ne peut pas sortir. C'est pourquoi je porte peu de vêtements coupe-vent sur le bateau. J'ai besoin de tout mon corps, je bouge beaucoup et je dois pouvoir bouger de manière tout à fait souple, flexible. Et si je porte des vêtements qui me serrent trop ou je ne peux pas bouger, je ne suis pas bien. Donc il me faut des vêtements ultra souples, flexibles. Ce qui est important, c'est de bien pouvoir bouger dans ces vêtements, pas avoir l'impression d'être enserré dans ces vêtements. Toi, tu as évoqué les oreilles, les extrémités, les mains, les orteils, les pieds. On a reçu une question d'un spectateur qui pose justement ce genre de questions. Il a dit, lorsqu'on s'entraîne à courir dans le froid, j'ai souvent mal aux oreilles et à la gorge alors que je porte un foulard. Est-ce qu'il y a peut-être des alternatives au foulard ou au bonnet? Quand on a mal à la gorge, mal aux oreilles, quand on court dans le froid. Et il faut savoir que c'est un point neuralgique parce qu'on perd beaucoup de froid à travers la tête.
les enfants encore plus que les adultes, mais en effet, une grande partie de notre chaleur est perdue à travers la tête. Il faut bien protéger la tête. Je ne peux que vous recommander des cagoules, même si c'est pas très à la mode. Il y a ces grandes cagoules où le tout est protégé, y compris le nez. Si même ça couvre votre bouche, portez ce genre de cagoule, c'est bien. Il faut s'y habituer. Surtout lorsqu'on s'entraîne intensément, qu'il faut beaucoup inspirer, expirer, ça peut être gênant d'avoir quelque chose qui protège la bouche, mais c'est vraiment utile. Pensez-y et protégez, emballez toute la tête. Moi-même, je suis un fan de laine mérino aussi, parce que les vêtements fonctionnels ont souvent l'inconvénient que l'humidité du corps sort rapidement, alors que la laine mérino va stocker l'humidité. Et avec cette humidité, on a une espèce de phase gaz. Et l'effet de refroidissement se fait plus lentement parce qu'on est protégé par cette petite couche gaz humide. Pour les mains, les pieds, il faut savoir une chose. S'il y en a vraiment froid, vraiment froid, le corps réagit en centralisant, c'est-à-dire le corps est versé dans les organes qui sont essentiels et les mains, les pieds, les extrémités sont moins alimentés. Le muscle est plus rigide et si en plus j'ai tendance à avoir les miens et les pieds froids, je dois faire extrêmement attention à mes orteils et à mes doigts. Moi, quand je vais courir, que je fais des courses à pied ou du vélo en hiver, je mets 2 paires de gants. Parce que quand je monte et que je transpire, les gants sont humides, ça ne me sert à plus rien. Alors je sors la 2e paire de gants pour protéger mes mains. Pour les pieds, il y a également des semelles chauffantes. C'est des semelles comme un petit système de chauffage. Quand je fais des unités longues à l'extérieur, ça peut être utile aussi. Et pour la tête, j'ai pas de recommandation spéciale, sauf la cagoule, même si c'est moche et que c'est pas très tendance. Osez les porter quand même. Peut-être le système des 2 couches aussi, système de la pelure d'oignon. Et toujours avoir un vêtement de remplacement. C'est vraiment utile. Très bien, donc bien s'emballer entre guillemets. Et qu'est-ce qui est recommandé pour les courses et le jogging en hiver? Alors, qu'est-ce qu'on recommande? Est-ce qu'on recommande de courir ou de faire du jogging en hiver? À quoi faut-il attention? Moi, j'aime bien courir en hiver, mais quelles sont les choses auxquelles il faut vraiment faire attention? Est-ce que c'est censé être faire du jogging en hiver ou est-ce qu'il faudrait faire autre chose? Oui, moi aussi, j'adore le jogging en hiver. Alors, si on est bien habillé, mais à ce moment-là, il est important, comme Jeannine a dit, est-ce qu'on veut vraiment porter ces vêtements coupe-vent lorsqu'on les porte dans des mauvaises situations, on a trop chaud? Mais c'est quand même important de se protéger toute la partie de la poitrine parce que souvent le vent vient de la partie poitrine. Et après, il faut faire attention au sol glissant. Si vous courez sur la neige, il faut faire attention à avoir des chaussures avec un bon profil pour pas glisser, déraper. Moi, je trouve que le jogging dans la neige ou en situation hivernale, c'est une expérience vraiment intéressante parce que tu cours de manière beaucoup plus consciente parce que tu risques que le sol est glissant et je cours différemment. Quand le sol est solide et que tu peux courir comme un cinglé, c'est pas la même chose que quand tu cours sur une surface glissante. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller à l'extérieur, de courir dans le froid sur la neige. Je ne recommande pas forcément un entraînement intervalle parce qu'il y a ces pauses. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le doser. Si je le fais à 15 degrés, ça va, mais à moins 5 degrés, mon entraînement d'intervalle est beaucoup plus contraignant pour tout l'appareil du corps. Et je dois vraiment me préparer à ce genre d'entraînement. Faites votre entraînement d'intervalle à l'intérieur et puis l'entraînement d'endurance à l'extérieur. Sinon, c'est trop crevant pour votre appareil locomoteur. Vous avez dit qu'il ne faut pas s'entraîner en été seulement. Est-ce qu'il y a des avantages de l'entraînement en hiver qu'on n'a pas lorsqu'on s'entraîne en été? Je pense que toute nouvelle incitation, tout changement nous font aller de l'avant. Si je fais des choses en hiver que je ne fais pas en été, ça me fait du bien.
Je profite de ce changement, de cette nouvelle incitation. Et c'est pourquoi il est tout à fait judicieux de changer de genre d'entraînement en hiver. Et ce qu'adorent les gens en hiver, ce sont souvent des unités d'endurance et de force en montagne qui priment pas en été, parce qu'en été, il fait souvent trop chaud, mais on peut utiliser l'hiver pour ces entraînements de force et d'endurance en montagne et se créer ensuite une bonne base dont on profite en été. Ensuite, les sports hybrides, sports de remplacement ou sports complémentaires, c'est génial que de pratiquer d'autres sports en hiver qu'on néglige en été. Le ski de fond ou le skating sont des disciplines sportives que l'on pratique en hiver, mais dont on profite vraiment en été aussi. Donc, je suis un fan de ces changements. Oui, je me dis l'hiver, il faudrait le considérer comme une opportunité pour compenser des déficits, pour apprendre de nouvelles choses et surtout pas concevoir l'hiver comme une espèce de restriction ou de limite. Oui, donc continuer à s'entraîner, jamais lâcher prise et l'utiliser comme opportunité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Il y a une question que je voulais vous poser. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire cet hiver encore? Quel est votre plan d'entraînement ou qu'est-ce que vous prévoyez faire? Quel est votre focus? Sur quoi est-ce que vous vous concentrez là, en hiver? Moi, j'ai encore quelques tests de performance qui m'attendent cet hiver. D'une part, vérifier où est-ce que je suis, quel est mon niveau de forme, quels sont les fruits de mon entraînement, est-ce que ça a apporté des fruits, oui ou non? Ça fait... Dans une semaine et quelques jours, j'ai le championnat suisse de rame d'aviron indoor. C'est un challenge qui m'attend. Et à la suite, je vais utiliser l'hiver, espérons-le, espérons qu'il va neiger. Je vais prendre mes skis de fond et puis je vais faire des tours à ski et je vais profiter de la nature. Super. Donc, d'une part, tu vas voir, est-ce que tout mon engagement valait le coup, où est-ce que j'en suis, et puis le plaisir pour toi. Oui, c'est de l'entraînement, mais être en hiver, en montagne, pour moi, c'est une des choses les plus belles. C'est surtout le plaisir qui prime. Super. Andreas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attend? C'est pas un événement spécial qui m'attend, une chose dont je me réjouis, mais des tours ski de fond en neige, j'adore ça aussi. Moi aussi, j'adore courir sur la neige. Avec la baignoire après, c'est génial. C'est des choses que je peux pas faire en été. Eh ben tiens, je te comprends. Cette histoire avec la baignoire chaude après, j'adore aussi. Et toi, Nick? L'an passé, j'ai dû me faire opérer au niveau de l'épaule. Donc, en hiver passé, j'ai pas vraiment pu faire quelque chose. Et maintenant, je me réjouis de pouvoir faire du snowboard, ski de fond, ski alpin, monter les montagnes. Donc, vraiment profiter de cet hiver. C'est vraiment la grande chance qu'on a en Suisse. Donc cette liberté, redécouvrir la liberté sportive, toutes les choses qu'on ne peut pas faire en été, je peux les faire maintenant. Oui, go for it. T'as la neige, je pratique tous les sports de la neige. Moi-même, je me réjouis beaucoup de faire des tours à ski en vallée, justement me balader dans ce paysage de montagne, ça me fait du bien à tous les niveaux. Et comme vous le dites, ça vaut le coup de ne jamais baisser les prix et de s'entraîner pour faire ce genre de choses. Je vous remercie beaucoup de votre expertise, de vos expériences. Merci d'avoir partagé votre savoir et votre savoir-faire. Il y a une question que j'ai encore, une question pour nos chers téléspectateurs. Comment est-ce que tu as trouvé cette émission? Est-ce que tu dis c'est OK, j'ai pu en retenir quelque chose, ça me convient? Ou est-ce que tu te dis ah non, il y a quand même quelques petites questions que j'ai encore? Est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait présenter à l'occasion de la prochaine émission? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment? Ton opinion nous intéresse. Tu peux descendre sur l'écran et tu trouveras un petit formulaire de questions. Merci beaucoup de remplir ce formulaire de questions-réponses. Et je remercie également toutes les personnes qui ont posé des questions. Ça a été hyper précieux de répondre à ces questions. Notre prochain Digital Talk à tout prix aura lieu le 10 mars. Tu peux déjà noter la date. 10 mars.
à propos du sujet la santé de l'intestin. C'est un sujet très important. Ça vaut le coup de participer. Une bonne santé gastro-intestinale. On sera à nouveau avec Tama Vakizan. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Je vous souhaite une belle soirée et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette Winter Wonderland. Et voilà, beaucoup de plaisir. Tout de bon. Prenez soin de vous et à tout bientôt.